Bonjour. Pouvons-nous parler d'intégration tant qu'il n'y a pas d'intégration des cœurs et de l'esprit? Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui chez Art et Lettres Mme Nour Sayem, montréalaise d'origine syrienne, qui a vécu 15 ans en Syrie, en plus 53 ans au Québec. Elle est l'auteur d'un livre Ma vie entre figuier et érable. Sa nouvelle mission est de faire le pont entre la culture d'ici et celle d'ailleurs. Elle a œuvré dans le domaine de la transformation de l'agroalimentaire pendant 25 ans. Elle a eu 2 entreprises dans le service conseil dans ce domaine. De plus, elle a fondé un organisme à but non lucratif qui a pour mandat d'aider les réfugiés syriennes à leur intégration par la cuisine syrienne. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Bienvenue à vous, Madame Nour. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir chez Art et Lettres. On va commencer par parler de votre livre Ma vie entre figuier et érable. Un titre significatif, symbolique, entre figuier, le figuier peut-être un arbre qu'on trouve en Orient, l'érable, cet arbre symbolique, fondamentalement symbolique du Québec. D'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre, justement? Ça faisait 10 ans que ça me rentrait, ça sortait, j'avais ça dans le cœur et j'avais vraiment pas eu le temps de l'écrire parce que je travaillais activement. Mais pendant 10 ans, j'écrivais des morceaux. J'allais dans la forêt, dans le bois et j'écrivais et je les mettais de côté. Et finalement, quand j'ai pris ma retraite de l'Institut financier que j'ai travaillé pendant 12 ans, la Banque de développement du Canada, quand j'ai tombé vraiment dans la retraite, on tombe pas, on ressort, j'ai décidé à ce moment-là de réaliser ce livre qui me travaillait depuis des années. Et je crois que l'écriture, y a-t-il quelque chose de plus beau pour pouvoir vraiment réviser sa vie et faire une autobiographie? On fait le tour et je peux vous dire que ça a été une psychothérapie extraordinaire. Comme n'importe quel auteur. Oui. Tout à fait, que d'écrire un livre, comme vous venez de le dire. Votre nouvelle mission, justement, comme je viens de dire, c'est de faire le pont entre la culture d'ici et la culture d'ailleurs. Est-ce que c'est si facile que ça, que de créer des ponts? Bon, après 53 ans, j'apprends à tous les jours encore les us et les coutumes d'ici, mais je pense que je suis pas mal intégrée. Je fais partie de la population qui a déménagé ici au Canada jeune. À l'âge de 15 ans, on a encore la chance de s'intégrer complètement et on devient à ce moment-là comme ces plantes qui se sont adaptées, comme les marguerites. Ils ne sont pas supposés de vivre ici, mais on vit ici. Alors, nous sommes des échappés de culture, que j'appelle. Mais là, vous venez de dire un mot qui est le mot-clé, c'est l'adaptation. L'adaptation et l'intégration. Pensez-vous qu'on peut faire la nuance entre les deux? Beaucoup de nuances. On peut s'adapter sans s'intégrer. Moi, je suis intégrée, mais il y a beaucoup d'immigrants qui sont adaptés. Et ça fait partie de la catégorie des gens qui vivent dans le en cas où. Ce sont des gens qui habitent ici, mais ils ont toujours un pied dans leur pays natal. Dans l'ailleurs. Voilà. Dans l'ailleurs, dans leur pays. Mais moi, étant donné que je suis arrivée jeune et en Syrie, il n'était pas question que je revienne à cause des guerres qui ont eu lieu. Je suis retournée une fois en Syrie, je suis revenue en un second état. Ça m'a causé énormément de problèmes psychologiques, le déchirement, et j'ai décidé de faire le deuil de mon pays. Et le deuil a été terminé en écrivant ce livre. Très bien. Donc, alors, Ma vie entre figuier et érable démontre bien les étapes d'intégration du nouvel arrivant au pays de l'érable au Québec. Est-ce que ces étapes d'intégration sont des étapes figées? Pensez-vous qu'ils sont figées ou bien chacun les conçoit à sa façon? Quelles sont ces étapes, à votre avis, qui permettraient donc, je dirais, une intégration préliminaire efficace? Je ne sais pas si vous connaissez, dans mon livre, j'en ai parlé un petit peu, les 36 cordes sensibles du Québécois. On parle au Québec. Donc, les Québécois ont des cordes sensibles. Plus on s'approche des cordes sensibles du pays, plus on a la facilité à s'intégrer et s'adapter. Mais nous, les
bon, les Syriens, les Arabes, les gens qui viennent de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, on n'a aucune racine en commun avec les gens du pays. Aucune. Catholiques, minoritaires, nord-africains, des gens terriens. J'en nomme 2 autres que j'ai oubliés. Mais les 6 racines qui font le pays ici, on ne les a pas du tout, nous. Nous sommes majoritaires. Nous sommes musulmans en majorité dans l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Nous ne sommes pas nord-américains. Comme mon mari, il boit du coke, moi, j'en bois pas. On est en accommodement raisonnable à tous les jours. C'est continu, alors. Oui, parce que, en tout cas, c'est tellement différent. C'est tellement différent que, imaginez-vous, vos croyances sont tellement différentes, les us et coutumes sont tellement différents. La langue, on ne parle pas le français, du français d'ici. Même les Français qui viennent ici, ils ont de la difficulté. Ils pensent qu'ils viennent voir leurs cousins et c'est la grosse déception. Donc, mais on finit par les créer, par les créer cette langue, on finit par l'apprendre, ces racines, oui. On finit par les concevoir, n'est-ce pas? Ça prend une longueur d'année? Ça vient... Comprendre l'humour québécois, dès que vous comprenez l'humour québécois, vous êtes adapté. Ah, voilà. Moi, je suis mentor pour les immigrants, les chefs d'entreprise immigrants. Et la première chose, je leur dis, est-ce que vous comprenez l'humour québécois? Parce que les Québécois aiment les gens qui sont très humoristiques, des gens drôles. Hein, ça fait partie de leur... Qui ont le sens de l'humour, oui. Qui ont le sens de l'humour. Mais pour communiquer avec un peuple, il faut savoir leur sens de l'humour et savoir comment communiquer avec eux. Et ça, c'est pas évident. Exactement. Je pense que c'est une question de code, comme on dit, qu'il faut savoir maîtriser au début. On va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes pour continuer notre entrevue, mesdames et messieurs, avec Mme Nour Sayem, qu'on accueille aujourd'hui chez Arts et Lettres. Restez avec nous. Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Arts et Lettres. On accueille aujourd'hui Nour Sayem. On est en train de parler de son livre « Ma vie entre figuier et érable », de tout ce qui a rapport avec l'intégration, l'adaptation. Ce ne sont pas des mots évidents, parce qu'on en parle, mais ça prend de la résilience, ça prend beaucoup de patience. On va continuer. Vous parlez de l'importance, Nour, de vivre un deuil lorsqu'on quitte un pays de façon dramatique. Vous dites, j'ai accumulé pendant 20 ans ce dragon intérieur. Alors, c'était un abcès qui grandissait de plus en plus. Il a éclaté le jour. Pourquoi est-ce que c'est si important de vivre justement un deuil quand on est à l'extérieur? Faire son deuil quand on n'est pas capable de retourner dans son pays natal, c'est important. Mais je vois beaucoup d'immigrants qui ne veulent pas faire leur deuil, puis ils sont dans la souche d'immigrants qui sont en attendant ou qui sont entre 2 pays, en cas où, qui veulent toujours retourner chez eux. Donc, le deuil n'est pas nécessaire. Mais moi, dans mon cas, il a fallu que je fasse mon deuil parce que je savais que je ne pouvais pas retourner dans mon pays. Je suis allée une fois, je suis revenue, j'étais à l'envers, ça m'a coûté énormément de problèmes psychologiques. Et pendant 20 ans, on me parlait de la Syrie et ça me venait ici, dans la gorge. J'étais pas capable de parler de la Syrie sans pleurer. Et quand j'ai découvert que c'était ça l'abcès et il fallait que cette blessure soit guérie. Il y a des immigrants qui ne veulent pas que cette blessure guérisse. Ils veulent que ça soit toujours saignant. Moi, j'ai voté pour le bien cuit. Que ça soit plus un abcès qui me fait plus mal parce que, vous savez, quand on fait un deuil, on fait un choix de vivre. On vit ici ou on vit pas ici. Si vous achetez pas une maison parce que ça se peut que vous retourniez là-bas, vous ne faites aucun choix. Vous ne vous mariez pas avec les gens d'ici. Vous ne côtoyez pas les gens. Vous enfermez. Vous faites un ghetto. C'est un choix. C'est un choix de vie. C'est un choix de vie.
Et on peut toujours se plaindre du pays, puis dire « Ah, ça me va pas », puis « Ah, j'aimerais ça retourner chez moi » et tout. Alors, on reste entre deux chaises, et ça, c'est le plus stressant, je crois, pour Oui. l'être humain, de ne pas savoir où est-ce qu'il s'en va. Si on a Oui. fait un choix avec discernement, dire « Bon, je vais vivre ici, je vais laisser mes enfants vivre ici aussi ». Parce que moi, j'ai vécu dans une famille qui ne voulait pas qu'on retourne, qui ne voulait pas qu'on reste ici. Mon père était venu en attendant que son père l'appelle au Liban. Et moi, je suis restée toute seule ici. J'ai décidé que je resterais Oui. ici. Alors, Oui, c'est un lui, choix. il a fait un choix qu'en venant au Canada, il attendait l'appel de son père pour qu'il revienne. Alors, moi, Oui, ce n'était c'est pas mon pas... choix. Alors, le Oui. discernement de dire, je suis allée au Liban 4 ans après notre immigration et j'ai vu tout ce qui se passait. Je suis retournée voir mon père. J'ai dit, papa, ça n'ira pas bien là-bas. Et je l'ai vu et j'ai senti que ça ne marchera pas. La guerre du Liban a éclaté, la guerre en Syrie a éclaté. Je savais que le Moyen-Orient, c'est sur un volcan qu'on vivait. C'était mon intuition, je ne sais pas, c'était mon discernement. C'est pour ça que j'ai décidé de rester ici et de faire mon deuil. Et quand j'ai fait vraiment, vraiment mon deuil, avec une belle retraite que j'ai faite, j'ai pleuré pendant des semaines, ma Syrie. Mais ça fait mal. Ça fait très mal de faire le deuil. Et il y a des étapes au deuil. Et ça, quand on perd une personne, imaginez-vous, nous, les immigrants, on perd tous les gens de notre pays. Pas une, pas deux, pas trois. C'est nos familles, c'est nos racines. Ma sœur m'appelle, elle dit, qui est mort là-bas? Oui, à chaque fois qu'il y a un appel, on peut s'attendre à ce que ça soit annoncé. Ils sont morts dès qu'on met le pied dans le bateau ou dans l'avion. Ils sont déjà morts. Pour moi, ils étaient morts. Et ça a été très difficile pour moi. Alors, je cite, vous dites, je suis l'Orient et l'Occident, la chaleur et le froid, le jour et la nuit, les paradoxes et les contraires de deux cultures diamétralement opposées. Comment ai-je pu m'adapter si ce n'était pas de la destinée? Alors, quel est ce regard nouveau qu'il faut jeter normalement sur l'immigration en cette ère de mondialisation? De quoi il est composé ce regard qu'il faut jeter justement sur l'immigration dans cette ère, dans cette époque qu'on vit de mondialisation, à votre avis? Je pense qu'il faut s'intérioriser en premier. Il faut se connaître en premier et faire le mariage entre la nouvelle terre et notre terre à nous. Faire cette union entre l'Orient et l'Occident, entre le pays qu'on a quitté et le pays qu'on visite, c'est un travail de tous les jours. Et pour unifier ça, ça rend la santé mentale beaucoup plus solide. Parce que tant que vous êtes comme ça, là, séparés, ça ne va pas. Il faut vraiment unir les deux côtés. Il faut que ça soit uni. Par toutes sortes de cheminements. Il y a du monde qui vont aller chez un psychologue, il y a du monde qui vont prier. Moi, c'était la prière. C'était le contact avec la prière, avec Dieu, parce que j'ai découvert que c'était un chemin. La spiritualité m'a aidé beaucoup à m'intérioriser et voir les noirceurs dans lesquelles je suis. Et c'est l'humilité aussi. Ça prend beaucoup d'humilité aussi, de dire, oh là là, de dire, ma fille va se marier avec un étranger. Oh, c'est pas évident, là. Oui. Alors, il faut accepter. Il faut accepter. Ça passe par l'acceptation. Là, la question que j'ai posée au début, pouvons-nous parler d'intégration tant qu'il n'y a pas d'intégration de cœur et d'esprit? Mais cette question, je vais vous la poser après la pause, si vous le voulez bien. Restez avec nous, mesdames et messieurs, et on vous revient avec notre invité, Nour Saïm. On est de retour, mesdames et messieurs, avec notre invité aujourd'hui de Art et Lettres, Nour Saïm. La question que j'ai posée tout à l'heure, je la repose. Pouvons-nous parler d'intégration tant qu'il n'y a pas d'intégration des cœurs
et d'esprit. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous sommes tous des humains, après tout. Nous avons tous le même ADN. Si on tient l'adaptation juste au niveau du cerveau, ça ne marchera pas. Il faut que ça rentre à l'intérieur du cœur et d'accepter l'autre, qu'il soit noir, jaune, bleu, rouge, peu importe. C'est une question de cœur et d'esprit. On n'a pas à juger les autres. On va commencer par soi-même. Commence par toi-même et tu regarderas que tu as du travail à faire. Oui, un travail sur soi. Travailler sur soi et voir comment moi je peux tendre la main à l'autre. L'autre va la tendre. Mais si je me braque, si je me ferme les yeux, les mains et je ne donne pas un signe de vie à l'autre, combien de fois j'ai avalé ma salive? Combien de fois j'ai été harcelée? Mais j'ai accepté. J'ai accepté ça. Puis je me dis, peut-être ils n'ont pas compris. Peut-être ils sont ignorants. Mais il faut avoir un cœur qui pardonne aussi. Le pardon est important. Le pardon. Je me suis fait très important, très bien. Beaucoup barouetter, mais j'ai pardonné. Et c'est ça qui m'a aidé à passer à travers. C'est sûr que j'ai ouvert même mon cœur aux catholiques du Québec pour savoir de quoi ils se mangent, ces gens-là. Ils sont des catholiques. Et moi, je suis musulmane. Exactement. Qu'est-ce qui fait que eux qui sont différents de moi? Alors, je suis allée chez eux et je les ai côtoyés. Et je regardais, c'est quoi qui est en commun avec nous, avec eux, et qu'est-ce qui est différent. Je peux vous dire que la différence n'est pas grande. Oui. Et là, vous venez de dire vraiment un mot qui est un mot-clé, qui est le travail sur soi, c'est très important. Je vais vous demander de montrer le livre, si vous le voulez bien. On ne l'a pas fait au début, c'est maintenant. On peut le faire tout de suite. Voilà, Ma vie entre figuier et érable. Voulez-vous nous dire où est-ce qu'il est disponible, les gens qui voudraient l'acheter? On peut le faire en ligne. Il est toujours disponible chez Bouquin-Bec. Bouquin-Bec. Chez Bouquin-Bec, très bien. Oui, vous tapez par Google et vous avez Ma vie entre figuier et érable et vous pouvez vous en procurer. On peut s'en procurer. Oui, normalement, je donne des conférences, j'ai des livres et tout ça, mais malheureusement, avec ce qui nous arrive, on est quand même confinés pour ne pas donner des conférences. Mais ça, je vis avec ça. Je vis avec ça. C'est une situation transitoire, exactement, qui est universelle. On va peut-être garder l'espoir parce que l'espoir est nécessaire. On va parler de vos engagements. Comme j'ai mentionné au début, un organisme que vous avez fondé à but non lucratif pour aider les réfugiés syriens à travers la cuisine. Ça, c'est très important. Il y en a qui aident à travers les arts, il y en a à travers les lettres, à travers la cuisine. Alors, voulez-vous nous parler de cet organisme, son mandat, ses objectifs et donc peut-être éventuellement les activités? J'avais fini le livre, le dernier chapitre, en disant, voyons donc, ma mission, c'est ça. Après avoir passé tant des défis, j'ai passé devant tous les murs possibles et impossibles, je suis adaptée, je suis intégrée. Ma mission, ça serait d'aider les immigrants. Tous ceux qui peuvent arriver, je pense que je peux les aider. J'ai pas mal un savoir-faire et un savoir-être qui peut être transmissible. Et à la fin de ce livre, je suis devenue mentor pour les immigrants. Et 6 mois après, la guerre a éclaté en Syrie. Et là, les réfugiés sont arrivés. Et là, j'ai sauté là-dessus. J'ai dit, des Syriens, des réfugiés, je pense que ma mission, si elle est là, elle va se déployer en sens large. Alors, je suis allée là où les réfugiés arrivent et puis je les ai rencontrés. Je leur ai dit, les filles, est-ce que ça vous tente de faire la cuisine? Les hommes sont venus en premier pour me tester, voir si j'étais bonne. Je leur ai parlé de mes racines, je leur ai parlé en arabe, je leur ai dit d'où je venais, de quelle famille je venais. Et là, ils ont ouvert la porte pour leurs femmes. Et là, les femmes sont arrivées et on a fait une belle apprentissage. J'ai eu du plaisir, mais quel plaisir de revoir ces racines de la Syrie, mais en même temps de voir comment j'ai
traverser le pont, puis eux, ils sont à l'autre bout. Oh là là. Oui. Oh là là. Comment il y avait c'est pas évident. Des différences, premièrement, la langue, ne parlait pas. Puis les réfugiés, celles que j'ai prises, c'était pas des femmes très, très instruites non plus, là. Il y en a des réfugiés qui sont instruits et tout, mais je suis allée chercher les plus démunis dans la société et des familles de 6 et 7 enfants, là. Les femmes avaient 7 enfants. Là. Elles travaillaient la fin de semaine, puis elles étudiaient le français toute la semaine. Un chapeau. C'est quoi le nom de l'organisme? On avait bâti ça, Initiative de développement économique ensemble, et le nom social, c'est Les Aliments ensemble. Les Aliments pendant ensemble? 3 ans, oui. Et je leur ai donné des cours de gestion alimentaire. Chacune a un diplôme pour travailler. Et ça, j'ai traduit en arabe. J'ai traduit en arabe tous les examens, tous les cours en microbiologie, toutes les choses qu'ils ont besoin pour l'hygiène et la salubrité à l'Université Laval. On nous a offert un cours gratuit. On nous a offert les cuisines gratuites pour nous les aider. Très bien. Grâce à mes contacts. Et ça a été un succès. Ils se sont diplômés et j'ai traduit l'examen en arabe. Et les filles, je leur parlais la question, puis ils mettaient le choix multiple comme ça, puis ils ont toutes eu leur diplôme. On a fait ce qui est tout à votre honneur, c'est bien. Je suis tellement fière. Excellent. Parce qu'il reste juste quelques secondes, je voudrais vraiment vous poser la question dernière sur vos projets d'avenir. On en a parlé dans les coulisses, mais j'aimerais que vous me dites un mot brièvement, si vous le voulez bien. Pour le moment, j'écris beaucoup de reportages sur la question de la dépression, la déprime, à cause de comment je peux aider les gens à s'en sortir à cause de la situation actuelle. Mais c'est sûr que j'ai un projet dans la tête d'écrire un 3e livre qui serait peut-être le dialogue entre... C'est un livre de recettes, mais chaque recette va parler de la vie de chacune des réfugiés. Très bien. Donc, un livre, un projet d'avenir qui s'en vient. Oui, mais il est dans les tiroirs, mais c'est pas là encore le temps de l'écrire. Ça me prend une souffrance quelconque, là. Oui, alors, on vous souhaite un bon succès. C'était tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, Mme Nour Sayem, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir passé chez Art et Lettres. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre continuelle fidélité. Kamal Benkiran avec vous. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine, même date, même heure, le jeudi à 15h30. Portez-vous bien. À la prochaine.